Bienvenue sur l'émission que l'on s'accorde pour une vie de plus en plus élégante. Ici, nous parlons d'élégance personnelle, relationnelle et intellectuelle. Je suis Margot et dans mes émissions, je mets à votre disposition des leviers de compréhension, des instruments de réflexion et des techniques d'optimisation personnelle pour naviguer dans le quotidien avec cette unique et précieuse personnalité qui est la vôtre. Pour préparer cette émission, je me suis beaucoup inspirée des travaux du psychiatre Christophe André. Cet homme fait des travaux très pointus et pourtant très accessibles à la fois, et de nombreux exemples que je vais prendre ici sont les siens. Parce que, pour avoir beaucoup étudié le sujet, ces exemples à lui sont extrêmement pertinents. Commençons donc par le début. L'estime de soi, c'est le miroir invisible qui gouverne nos relations. Nous parlons souvent d'amour-propre, de confiance en soi, mais l'estime de soi reste ce phénomène discret, presque insaisissable, qui influence pourtant chaque décision, chaque interaction, chaque regard que nous portons sur nous-mêmes et sur les autres. Comme les adolescents le disent, l'estime de soi, c'est comment on se voit et si ce qu'on voit, on l'aime ou pas. Cette définition, dans sa simplicité, résume toute la complexité du sujet, car ce regard que nous posons sur nous-mêmes n'est pas neutre. Il colore notre existence, nos relations, et même la manière dont nous laissons les autres nous traiter. L'estime de soi n'est pas qu'une question de bien-être personnel. C'est aussi et surtout un outil de pouvoir. Nous en avons tous fait l'expérience. Une personne qui se sent sûre d'elle-même dégage une forme d'autorité naturelle. Tandis qu'une personne en doute, qui est constamment en doute, semble involontairement inviter les autres à en profiter. Ce n'est pas un hasard si dans nos interactions, certains utilisent consciemment ou non d'ailleurs l'estime de soi comme un levier pour maintenir une position dominante. Que ce soit en famille, que ce soit en couple, au travail, la dynamique est souvent la même. C'est-à-dire celui qui parvient à ébranler l'estime de soi de l'autre gagne un ascendant sur lui. Prenons un exemple courant. Dans un débat, une remarque du type « Ah, t'es toujours aussi naïf !» Ça ne vise pas seulement à discréditer une idée, mais à saper aussi la confiance de l'interlocuteur dans sa propre capacité à juger. Le résultat, c'est que la personne visée doute d'elle-même, se tait ou cherche désespérément à se justifier. L'autre, lui, renforce sa position. Ce mécanisme subtilement toxique est partout. Il repose sur une vérité psychologique fondamentale, qui est que quand notre estime de soi vacille, notre capacité à nous affirmer s'affaiblit. Pourtant, nous sous-estimons souvent à quel point cette arme est utilisée autour de nous. Dans les couples, entre collègues, voire entre amis, des phrases anodines, des phrases qui sont anodines en apparence, peuvent être des coups portés à l'estime de soi, comme par exemple « Tu n'aimes pas ta belle-mère, mais elle, au moins, elle fait des efforts pour ses invités ». Cette comparaison-là, cette comparaison défavorable qui est pointée par Christophe André, n'est pas une simple critique. C'est une manière de rappeler à l'autre sa prétendue infériorité, de le maintenir dans une position de dette ou de culpabilité. Et quand l'estime de soi de l'un dépend de la soumission de l'autre, la relation devient un terrain miné. Mais alors comment ces mécanismes s'installent-ils concrètement dans nos vies ? Quelles sont les techniques les plus courantes pour rabaisser l'estime de soi d'autrui et pourquoi est-ce qu'elle fonctionne si bien ? Christophe André a identifié plusieurs stratégies utilisées souvent à l'insu de ceux qui les emploient pour maintenir l'autre dans une position de fragilité. En couple comme au travail, ces techniques sont redoutablement efficaces. En couple, par exemple, ça peut être une comparaison défavorable, comme on vient de le dire. Ça peut être « t'es pas comme un tel parce que lui, au moins, il est comme ci, il est comme ça ». Cette phrase-là, qui est apparemment banale, elle active un sentiment d'infériorité en comparant l'autre à une personne qu'il n'apprécie pas ou à un idéal accessible. Ça peut être aussi les critiques des membres de la famille de l'autre. « T'es radin, t'es comme ton père ». Ici, la blessure, elle est double. On attaque la personne et on la lie à un trait qu'elle méprise peut-être chez ses proches. Toujours en couple, ça peut être aussi l'évocation des regrets ou des opportunités manquées. Je sais pas, cette personne, il m'a écrit il y a longtemps, je me demande ce qu'il devient, à l'époque on flirtait, nanani, nanana. Sous couvert de nostalgie, en fait, on rappelle à l'autre qui est peut-être pas à la hauteur. Vous voyez ? Il y a aussi le récit des soirées parfaites sans l'autre. Ah, dommage que t'aies pas pu venir, c'était vraiment génial. Mais bon, ceci dit, toi, t'aurais certainement pas aimé.
Ça, c'est une façon de suggérer que l'autre est un boulet, en fait, tout en feignant l'innocence. Vous voyez? On a aussi quoi en couple? On a la plainte culpabilisante. Quand on dit l'espèce de chantage affectif, là, oh là là, après tout ce que j'ai fait pour toi, ça, c'est une phrase qui transforme l'amour en dette. Et c'est dommage. Et il y a aussi en couple toujours vanter les qualités d'un rival potentiel. Ça, c'est des remarques qui créent des doutes, qui créent dans la tête de l'autre des phrases comme «Est-ce que je suis assez bien?» en fait. Au travail aussi, les managers toxiques excellent dans l'art de saper l'estime de soi de leurs collaborateurs. Voici ici, par exemple, je vais vous donner leurs méthodes, toujours tirées des travaux de Christophe André, hein, bien sûr. Donc on a par exemple l'imprévisibilité, donc c'est-à-dire qu'un jour le travail est génial, le lendemain il est médiocre, et il n'y a pas de stabilité comme ça, et le résultat c'est que l'employé ne sait plus où il en est en fait, et son estime de soi en prend un coup. Il y a critiquer la personne elle-même et pas ses actes. En fait, on lui dit tu es incompétent au lieu de c'était pas la bonne tâche. Vous voyez, la différence ici, c'est que dans le premier cas, c'est l'identité même de la personne qui est remise en cause. Et quand on a des reproches à faire, c'est toujours le comportement qu'il faut cibler, c'est pas la personne. On a aussi le fait de monter les échecs en épingle, en disant par exemple encore une erreur, oh, tout le monde va penser que cette équipe est nulle. Ce genre de choses, c'est qu'en fait, l'échec se transforme en catastrophe et la peur de l'échec paralyse les salariés. Toujours au travail, il y a la petite technique de toujours tirer la couverture à soi en cas de succès. Les fameuses phrases oh, c'est grâce à moi que ce projet il a abouti. Hein. Le collaborateur, ici, il se sent invisible, il se sent inutile et il se demande si ça vaut la peine de faire des efforts. C'est terrible. Il y a aussi la confusion des genres. Quand on mêle l'affect au travail, comme par exemple « Oh là là, je suis vraiment déçue par toi ». Vous voyez, mélanger l'affect et professionnel, ça culpabilise et ça désoriente. C'est jamais bon, jamais. Il y a aussi le fait de mettre la pression sans donner les moyens à l'autre de réaliser la tâche. On lui dit « Bon, je compte sur toi, me déçois pas, hein, surtout ». Et qu'on lui donne pas les moyens derrière, en fait. Et ça, c'est une phrase qui est très, très angoissante. Et elle angoisse beaucoup plus qu'elle ne motive, en fait. Et enfin, une dernière petite technique, si on peut vraiment appeler ça comme ça, c'est de menacer constamment la survie du poste de la personne, ou menacer la survie du poste, du service, ou même de l'entreprise. Avec des phrases du genre sans résultat, on ne sait pas ce qui va arriver. L'insécurité devient chronique et ça maintient l'employé dans un état de stress permanent. Toutes ces techniques, vraiment j'ai du mal à appeler ça comme ça, mais toutes ces techniques en fait ont un point commun. Elles créent un climat où l'autre se sent constamment jugé et évalué, jamais assez bon, si vous voyez ce que je veux dire. Et quand l'estime de soi est fragilisée, la personne devient plus malléable, plus facile à contrôler. C'est pour ça, ayez du discernement, soyez fin dans votre réflexion. Quand je vous cite ces choses et ces techniques, prenez en compte le contexte. Prenez en compte la personnalité de l'autre. Ce n'est pas parce qu'il dit ça une fois qu'il est mauvais. Mais s'il le dit régulièrement, sous plusieurs formes, sous plusieurs angles, alors là, quelque chose cloche et vous feriez mieux de vous protéger. Quoi qu'il en soit, quand quelqu'un dit cela, c'est une erreur. Quoi qu'il en soit, que ce soit une maladresse ou un trait de personnalité, c'est une erreur. Mais ayez du discernement, justement, pour savoir si cette erreur est une maladresse ou non. Et donc, face à ces mécanismes, voilà, mécanisme, c'est quand même un meilleur mot. Donc, face à ces mécanismes, comment est-ce qu'on se protège? Comment est-ce qu'on désamorce ces attaques sans tomber dans le piège de la confrontation stérile ou, à l'inverse, complètement, de la soumission? La réponse ne réside ni dans l'agressivité ni dans la fuite. Elle passe par une forme d'élégance intellectuelle et relationnelle fondée sur la responsabilité personnelle et le respect de soi. Premièrement, reconnaître le jeu. La première étape est de prendre conscience que ces marques ne sont pas des vérités mais des tentatives de manipulation ou des maladresses. T'es radin, quand on dit t'es radin, ce n'est pas un fait, c'est une opinion. Et c'est une opinion souvent projetée. Quand on dit « après tout ce que j'ai fait pour toi », ce n'est pas un constat, c'est une arme. Et en identifiant la technique utilisée, on désamorce son pouvoir. À ce moment, vous pouvez penser, par exemple, « je vois que tu compares, mais j'ai pas à me justifier en fait ». Ou alors « je comprends que tu sois déçu, mais parlons des faits et pas de ma valeur, si tu veux bien ». Ça, c'est des choses que vous pouvez vous dire à vous-même. Après, vous pouvez lui dire à l'autre, évidemment, même si ça lui fera tout drôle dans un premier temps. Mais méfiez-vous, ces gens,
sont tellement convaincus qu'ils font bien les choses qu'ils auront des arguments pour tout. C'est normal, c'est humain. Donc avant toute chose, identifiez le jeu. Dans votre tête, identifiez le jeu. Ça fait déjà une belle différence. Deuxièmement, ensuite, quand vous le sentez, vous pouvez répondre sans vous justifier. L'erreur classique est de se lancer dans des explications interminables. Non, je suis pas radin parce que ceci, cela, regarde, et quand j'ai fait ci, ça prouve que... Oh là là. Plus on se justifie, plus on donne du poids à l'accusation. Une réponse élégante et ferme suffit. Comme par exemple, je gère mes choix comme je l'entends, en fait. Ou je note ton avis, mais j'ai pas besoin de ton approbation. Ça fait très très mal à l'ego en face. Ça fait très très mal à un ego qui est surdimensionné, qui plus est, puisque quand on a un ego bien placé, on n'essaie pas de remballer les autres, quoi qu'il en soit. Donc c'est tout, c'est comme ça. Mais ça, c'est vraiment l'étape d'après. C'est de répondre sans se justifier. Troisièmement, pour aller plus loin, c'est d'inverser la dynamique. Donc plutôt que de subir, on peut retourner la situation avec bienveillance. Pourquoi est-ce si important pour toi que je sois comme ta belle-mère, par exemple? Ou alors, qu'est-ce qui te fait dire que je ne suis pas à la hauteur? Explique-moi, éclaire-moi de tes lumières. Ces questions obligent l'autre à clarifier ses attentes et révèlent souvent l'insécurité derrière l'attaque. Surtout, cultivez votre estime de soi en dehors des autres. Ça, c'est très intéressant, surtout c'est très important. L'estime de soi ne doit pas dépendre du regard d'autrui. Se fixer des objectifs personnels, c'est très très important. Célébrer ses réussites, même quand elles sont petites, et s'entourer de personnes qui nous élèvent, tout ça, ce sont des remparts très efficaces. C'est la construction de cette croyance qui est « je sais ce que je veux, avec ou sans ton approbation ». Cette certitude intérieure rend les attaques extérieures beaucoup moins percutantes, beaucoup moins. Aussi, choisissez vos batailles. On en parle régulièrement dans mes émissions, toutes les remarques ne méritent pas une réponse. Parfois, un silence ou un sourire en disent plus long qu'un débat. Je vois que tu as besoin de te sentir supérieur, je te laisse à tes certitudes, mon petit bonhomme. Une phrase qui désarme, certes, mais sans agressivité. Sans agressivité, mais elle pique un peu quand même, donc toujours avec cette chère parcimonie, bien entendu. Un exemple. Un collègue vous dit « T'as encore fait une erreur la dernière fois, c'est toujours la même chose avec toi. » La réponse classique et inefficace, c'est « Non, c'est pas vrai, la dernière fois, c'était à cause de ci, à cause de ça, machin. » La réponse élégante serait « Je prends note de ton retour, la prochaine fois, parlons-en dès que le problème survient pour avancer ensemble. » Sous-entendu, parce qu'on est une équipe et pas des adversaires. On recentre la discussion sur les faits et pas sur la personne, surtout. Dernier conseil, radical certes, mais parfois on n'a plus le choix, c'est quitter les relations toxiques, bien entendu. Quand les attaques sont répétées et délibérées, la solution la plus saine est parfois, dans ce cas-là, et toujours, de s'éloigner. Parce que vous méritez d'être traité avec respect. Cette phrase simple est un rappel à soi-même et aux autres de sa propre valeur. Vous méritez d'être traité avec respect comme tout le monde. L'estime de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Elle nous permet de naviguer dans un monde où certains cherchent, consciemment ou non, à nous diminuer pour se grandir. Mais quand nous assumons pleinement notre valeur, nous devenons imperméables à ces jeux de pouvoir. Et c'est là que commence la vraie liberté et la véritable élégance. Rappelez-vous bien, une estime de soi solide n'est pas de l'arrogance, c'est une conviction tranquille. C'est la conviction tranquille que, quels que soient les défauts ou les échecs, nous méritons le respect. Et c'est cette conviction-là qui change tout. Je serai ravie de vous lire en commentaire. J'espère que cette émission vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!